C'est parti, allons-y. Alors, le sujet du jour, donc, c'était la maladie d'Alzheimer. Et pour ça, aujourd'hui, donc, on a Jonathan Brouillette qui est avec nous aujourd'hui. Je vais revenir rapidement sur son parcours en 2-3 mots pour que vous sachiez un peu qui il est. Et ensuite, je lui laisserai la parole. Et puis, ce sera l'autoroute du plaisir pendant 1 heure. Pour parler un peu de Jonathan, donc, au niveau de son parcours, vous avez, entre autres, ça c'était, si j'ai pris la dernière, le plus loin le plus récent, on va dire, de diplôme, mais donc vous avez un doctorat en neurosciences, donc de l'université de McGill, qui est une université à Montréal. Et ensuite, vous avez fait 2 post-doctorats, il me semble que c'était ça. J'ai jamais entendu parler de post-doctorat, alors peut-être vous en direz un peu plus. Donc, en neurosciences également. Donc, il y en a un, vous avez fait sur 2 universités en Belgique, à l'université KU Leuven, c'est comme ça qu'on dit, KU Leuven, et puis à Lille, en France, dans le nord de la France. Et puis ensuite, vous en avez fait aussi un autre postdoctorat à l'université de Yale aux États-Unis. Sinon, par rapport à vos emplois, enfin votre profession en ce moment, donc depuis 2014, vous êtes le chercheur principal au centre de recherche de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, et vous êtes également assistant professeur associé au département de pharmacologie et physiologie de l'université de Montréal. Donc ça, c'est depuis 2014. Et depuis 2016, en plus de ça, vous êtes membre du comité d'orientation, donc du réseau québécois de recherche sur le vieillissement et du fonds de recherche du Québec, recherche en santé. Est-ce que j'ai fait à peu près le tour? Oui, très bien. Parfait. Ben, si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez. Mais sinon, je pense que j'ai tout dit pour le commencement, puis je vais vous laisser la parole. Et juste une dernière précision, s'il y en a qui ont des questions, on vous laissera un petit peu de temps après, ou si jamais il y a des questions pendant, n'hésitez pas à vous signaler ou lever la main ou poser une question dans le chat, et puis on s'assurera de répondre à ça, soit après, soit pendant. Enfin, Jonathan, tu t'organises comme tu le veux. Je suis là en renfort au cas où si je vois qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à demander. OK, Good. super. Pas vous gêner à poser des questions n'importe quand pendant la présentation, soit dans le chat ou directement, vous ouvrez votre micro puis vous me posez la question. Puis Claire, si je ne vois pas, ben, dans le chat, juste me le dire puis me dire la question au fur et à mesure qui tombe. Là. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Jonathan Brouillette. Je suis professeur agrégé à l'Université de Montréal au département de pharmacologie et physiologie. Et nous, on fait de la recherche fondamentale pour essayer de trouver les causes de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on ne connaît pas encore les causes de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore pour le moment des traitements efficaces contre cette maladie-là. Donc, la présentation va être découpée en 4 grandes questions. Donc, aujourd'hui, ensemble, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on va voir comment on diagnostique la maladie. En troisième lieu, on va voir les médicaments qui existent en ce moment contre la maladie d'Alzheimer. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir l'apparition ou la progression de la maladie. Donc, descendre à la prochaine slide. Donc, on va commencer par regarder d'abord qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Prochaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, juste peut-être un petit peu d'histoire. Donc, la maladie d'Alzheimer, ça a été découvert par le docteur Alois Alzheimer, qui est un médecin allemand, qui a décrit la maladie pour la première fois en 1906. Donc, c'est la photo que vous voyez de lui. Et juste en dessous, c'est le premier patient du docteur Alzheimer dans lequel a été décrite cette maladie-là, qui s'appelle Auguste Deter. Donc, pourquoi on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer plus que d'autres maladies neurodégénératives? C'est parce que c'est la plus fréquente. On parle de 48 millions de personnes à travers le monde qui en souffraient il n'y a pas très longtemps, en 2015. Et s'il n'y a pas de nouveaux traitements qui sont mis sur le marché, il risque d'avoir 2,5 fois plus de personnes qui vont en souffrir en 2050. Donc, on parle dans l'ordre de 214 millions de personnes. Ça veut dire 565 000 personnes canadiennes qui en souffrent actuellement. Et ça, évidemment, ça a un impact énorme sur l'économie du pays parce que si on ne trouve pas d'autres
médicaments, traitements, ça pourrait coûter en 2040 aux alentours de 293 milliards par année juste pour prendre soin des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc, je disais que c'est la plus commune, ça représente 60% des cas de tous les troubles neurocognitifs et ça commence surtout à l'âge de 65 ans. Donc, on parle de presque 1% des gens qui en souffrent à partir dans la tranche d'âge 65 à 69 ans. Et après ça, le risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer double à tous les 5 ans, ce qui fait que 20% des gens âgés entre 85 et 89 ans en souffrent. Donc, c'est beaucoup de monde parce que l'espérance de vie moyenne ici au Canada pour un homme est de 80 ans, pour la femme 84 ans. Donc, c'est environ la moitié de la population qui sera environ aux âges de 85 ans. Et de ce 50 %-là, c'est 20% des gens qui vont souffrir de la maladie. Donc, ça fait beaucoup de monde. Surtout si on considère que, par exemple, ici au Québec, on est 1,5 million de personnes de 65 ans et plus. Puis, on ne comprend pas encore pourquoi, mais ça affecte plus les femmes que les hommes. Donc, on parle d'environ un homme sur 8 et environ une femme sur 4. Et au Canada, c'est 65% des Canadiens qui sont des femmes qui ont la maladie d'Alzheimer. Il existe 2 grandes formes de la maladie d'Alzheimer qu'on appelle la forme sporadique. Donc, ça, c'est dans 99% des cas. Les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ont cette forme-là, la forme sporadique. On dit sporadique parce qu'on ne connaît pas encore les causes de la maladie. Et dans un très faible pourcentage de cas, en moins de 1%, c'est les formes familiales. Donc, c'est des personnes qui, dans leur gène, ont des mutations qui mènent à la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle de la forme familiale de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça, c'est les grandes caractéristiques. Au niveau des symptômes, on les connaît plus ou moins. Donc, en premier lieu, c'est les pertes de mémoire. Donc, la première raison pourquoi les gens consultent et pensent avoir la maladie d'Alzheimer, c'est quand ils commencent à détecter ou quelqu'un de son entourage commence à détecter des troubles de mémoire qui sont anormaux. Donc, ça, c'est le principal symptôme. Mais la personne va aussi avoir des déficits d'attention qui vont avoir aussi un impact sur la mémoire des gens. Ils vont avoir aussi plus de difficultés à planifier les choses, à faire de l'abstraction, donc par exemple à faire un calcul mathématique mental et vont souffrir plus d'apathie. Donc, par exemple, quelqu'un qui aime faire de la couture, bien, tout à coup, ça va devenir une activité qui l'intéresse moins. Donc, ça, c'est les principaux symptômes. Ensuite, on connaît aussi bien les facteurs de risque. Le principal facteur de risque, c'est l'âge. Donc, ça, ce n'est pas une surprise pour personne. Personne n'a la maladie d'Alzheimer à 20-30 ans. C'est vraiment avec l'âge que les gens peuvent développer la maladie d'Alzheimer. Et si les gens ont des mutations dans certains gènes, mais là, ça peut emmener la forme familiale de la maladie d'Alzheimer. Donc là, j'ai mis quelques gènes ici qui ont été montrés que quand il y a des mutations dans ces gènes-là, ben, les gens ont des plus fortes chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ça va pour tout le monde présentement, là, c'est bon? Je me demande si, est-ce que Linda, tu as une question ou pas? Parce qu'en fait, je vois qu'elle avait mis sa main. Je me demandais si tu avais une question ou c'était juste quand tout à l'heure j'ai demandé si c'était. Non, tu voulais savoir si tu attendais de faire un signe, puis j'avais fait le signe pour dire que j'attendais. OK, super, merci beaucoup. On peut continuer alors. Good. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est loin d'être une maladie qui est sur son déclin. Au contraire, il y a de plus en plus de cas. Pourquoi? Bien, une des raisons principales, comme l'âge est le facteur de risque principal, mais le fait que la population devient de plus en plus vieillissante augmente le nombre de cas qu'on a dans la population. Donc, on le voit bien ici avec le graphique. On voit qu'en 1971, la pyramide de la population avait une forme plus triangulaire, donc plus de personnes jeunes, et au fur et à mesure du vieillissement, bien, le nombre de personnes diminue.
Mais on voit que si la tendance se maintient, si on garde le même taux de naissance qu'on a actuellement, les études prospectives montrent que la population va aller de plus en plus en vieillissant. Donc, et un des problèmes les plus communément rapportés par les gens qui vieillissent, c'est les pertes de mémoire. Donc, tout le monde en subit plus ou moins. Donc, la plupart des gens ont ce qu'on appelle des problèmes de mémoire subjectifs. Donc, c'est des problèmes de mémoire qui sont assez petits, qui ne viennent pas perturber la vie de tous les jours, mais la personne remarque que bon, la mémoire ne fonctionne pas comme elle pouvait fonctionner plus jeune. Ensuite, les gens ils peuvent développer ce qu'on appelle des troubles cognitifs légers ou en anglais mild cognitive impairment. Donc, ça touche environ 15 à 20 des gens de 65 ans et plus. Donc, c'est quand même assez important là, comme nombre de personnes qui ont des troubles cognitifs légers. Donc là, ce n'est pas encore la maladie d'Alzheimer, donc c'est une étape avant la maladie d'Alzheimer. Et là, c'est les gens de l'entourage ou la personne en tant que telle remarquent des problèmes qui sont plus de mémoire qui sont plus importants qu'à l'habitude. Puis là, ça peut commencer à venir déranger la vie un petit peu dans son quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester avec des troubles cognitifs légers tout le reste de leur vie, puis ils vont rester dans cette tranche-là et jamais vont progresser vers la maladie d'Alzheimer. Mais il y a un certain nombre de ces personnes-là qui ont des troubles cognitifs légers qui, eux, vont convertir et à développer la maladie d'Alzheimer. Donc, de ceux qui souffrent de troubles cognitifs légers, on parle d'à peu près 10 à 15 de gens par année qui vont convertir vers un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et pourquoi on n'a pas encore de bons médicaments pour le moment pour prévenir ces pertes de mémoire-là? C'est parce qu'on ne comprend pas exactement encore comment ça se passe dans le cerveau. C'est quoi les mécanismes au niveau des cellules du cerveau, des molécules qu'il y a dans le cerveau qui produisent ces déficits de mémoire qu'on voit apparaître avec l'âge. Donc, la prochaine diapo. Donc, on ne comprend pas à quoi est dû les pertes de mémoire, mais ce qu'on connaît bien, c'est les régions du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire. Donc, comme certains d'entre vous savent, j'en suis sûr, le cerveau est découpé en régions, puis chacune de ces régions-là a un rôle spécifique. Comme par exemple, si vous regardez derrière la tête, dans le lobe occipital, c'est une région qui est impliquée dans la vision. Un autre exemple aussi, si on regarde au niveau du lobe frontal, bon, ben, il y a l'aire de Broca, c'est une région qui est impliquée dans la parole. Et il y a une région qui s'appelle l'hippocampe, qui est dans le lobe temporal, à l'intérieur du lobe temporal, qui a été montrée comme étant très importante pour la mémoire. Et pourquoi ils ont appelé ça l'hippocampe? C'est parce que ceux qui ont décrit les neuroanatomistes qui ont décrit cette région-là du cerveau, ils trouvaient que ça ressemblait à un hippocampe, un cheval de mer. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'hippocampe. Et en bas à gauche, on voit dans un cerveau humain l'hippocampe d'une personne. Et en bas à droite, on voit à quoi ressemble un cerveau d'une personne quand c'est rendu au stade sévère de la maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? Pourquoi on a des pertes de mémoire? C'est parce qu'il y a beaucoup de pertes de cellules du cerveau qu'on appelle les neurones qui meurent. Donc, on parle de neurodégénérescence. Et dans la maladie, dès les débuts, avant même les premiers signes cliniques, on voit qu'il y a une neurodégénérescence, la mort des neurones, qui est très marquée au niveau de l'hippocampe. On le voit bien là, dans la figure en bas à droite. On voit que l'hippocampe, il y a une grosse perte de neurones qui se produit à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ont des pertes de mémoire. C'est parce qu'ils ont beaucoup de morts
de neurones, de cellules dans une région du cerveau, l'hippocampe, qui est important pour la mémoire. Donc, prochaine. Donc, on ne comprend pas encore. Ah, j'ai une question ici. Est-ce que Alzheimer et Parkinson sont reliés? Donc, ça, c'est une bonne question. Les deux, c'est des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'il y a des pertes de neurones qui se produisent, une mort neuronale. C'est juste que ce n'est pas dans les mêmes régions. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, la mort neuronale se concentre à des endroits comme, par exemple, l'hippocampe, qui est important pour la mémoire. Alors que dans la maladie de Parkinson, il y a une mort neuronale, mais c'est dans une autre région du cerveau. C'est dans une région du cerveau qui s'appelle la substance noire. Et cette région-là du cerveau est importante pour le mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les personnes qui ont la maladie de Parkinson ont des déficits moteurs. C'est parce que cette région-là du cerveau, elle, est impliquée dans la motricité. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat? Ah oui, il y avait une question, Alzheimer et démence. Donc, c'est quoi la différence entre Alzheimer et démence? Ça, c'est une très bonne question parce que démence, ça fait peur. C'est un mot qui fait peur. Hein? C'est un peu péjoratif là, quand on pense à quelqu'un de dément. Il y en a beaucoup qui ont l'image d'un fou en camisole de force dans un hôpital psychiatrique, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, nous, quand on parle de démence en termes médicaux, c'est un ensemble de maladies où il y a des pertes de fonction du cerveau, donc des pertes de mémoire, des pertes de concentration, planification, etc. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une forme de démence. Mais il existe d'autres types de démence. Il y a la démence à type de Lewy, il y a la démence qui est associée à la maladie de Parkinson, il y a des démences vasculaires. Donc, il y a comme les démences et la maladie d'Alzheimer, c'est juste un type de démence. C'est bien que quelqu'un ait demandé la question parce que dans 2 semaines, on va avoir quelque chose sur la démence et je me suis posé la question si en fait l'Alzheimer faisait partie de la démence ou si la démence, ça englobe en fait tout un tas de dégénérescence, entre guillemets. Enfin bref. Mais exact. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est un grand terme qui regroupe beaucoup d'autres maladies qui affectent le cerveau, comme la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, pour en revenir à la maladie d'Alzheimer, donc on sait qu'il y a de la mort neuronale dans l'hippocampe. J'ai dit qu'on ne comprenait pas encore bien pourquoi il y a cette mort neuronale-là, mais on sait qu'il y a 2 protéines qui sont impliquées, qui n'expliquent pas tout, mais qui expliquent en partie la mort neuronale qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une protéine qui s'appelle amyloïde bêta et d'une autre qui s'appelle la protéine tau. Donc, quand on regarde le schéma ici, quand on regarde une région du cerveau au microscope, on peut voir les neurones. Donc, ça, c'est les cellules du cerveau. Et ce qu'on remarque chez les patients Alzheimer, c'est que dans les neurones, il y a la protéine tau qui forme des agrégats. Et ces agrégats-là finissent par créer des dysfonctionnements au niveau du neurone qui emmènent la mort du neurone. Donc ça, c'est dans le neurone. La protéine tau est dans le neurone, mais il se produit aussi une accumulation de la protéine A-bêta, mais cette fois-ci à l'extérieur des neurones. Donc, c'est extracellulaire. Donc, c'est des protéines amyloïdes bêta. Comme c'est très hydrophobe, cette protéine-là va avoir tendance à s'agréger. Donc, ça va former ce qu'on appelle les plaques amyloïdes bêta. Et ces deux protéines-là, quand ça s'agrège, ça forme des agrégats dans le cerveau, bien, ça vient en quelque sorte étouffer l'activité neuronale, ça crée la perte neuronale et ça entraîne les troubles neurocognitifs qu'on a parlé, comme par exemple les pertes de mémoire. Pourquoi ça s'accumule? Bien, c'est surtout dû à un problème d'élimination de ces protéines-là. Donc, habituellement, ça s'élimine normalement, mais souvent, ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a aussi souvent des problèmes cardiovasculaires, vasculaires. Donc, il y a des artères qui se bloquent au niveau du cerveau, puis ça l'empêche
une bonne élimination de la protéine amyloïde PITO, puis ça crée cette accumulation-là dans le cerveau des personnes, ce qui entraîne la mort neuronale et les problèmes de mémoire. Donc, prochaine. Donc, pourquoi les chercheurs s'intéressent beaucoup à la protéine amyloïde bêta et à la protéine tau? C'est parce que c'est des accumulations qui se produisent très tôt dans la maladie. Donc, le graphique ici, il montre qu'en jaune, la courbe en jaune, ça montre l'accumulation des oligomères amyloïde bêta. En rouge, on voit l'accumulation de la protéine tau. Donc, là, la ligne des X montre que ça, c'est chez les personnes qui sont normales, qui sont saines. Donc, avant même l'apparition des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, on voit qu'il y a cette accumulation-là. Cette accumulation-là se produit 15 à 20 ans avant qu'on voit les premiers signes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Donc, il se passe, même si la personne n'en est pas consciente, il se passe quelque chose dans le cerveau qui, ultimement, va mener à la mort des neurones et aux pertes de mémoire qu'on voit apparaître dans MCI, là, Mild Cognitive Impairment, donc ceux qui ont des troubles cognitifs légers et ceux qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ces deux protéines-là, c'est parce que comme ça arrive plus tôt, puis que c'est impliqué dans la mort neuronale, on se dit, si on trouve des médicaments qui peuvent empêcher l'action toxique de la protéine amyloïde bêta puis tau, mais ça pourrait à tout le moins venir retarder l'apparition de la maladie. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de trouver des médicaments qui agiraient pour empêcher l'accumulation des oligomères amyloïde bêta et de la protéine tau. Donc, c'est ce qu'on voit dans la prochaine diapo. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait beaucoup d'essais cliniques en phase 1, 2, 3 pour essayer de trouver surtout des manières d'empêcher l'accumulation de la protéine amyloïde bêta. Une des classes de médicaments qui a beaucoup été essayée, c'est l'immunothérapie contre la protéine amyloïde bêta. Donc, ici, l'idée, c'est de développer des anticorps qui vont rentrer dans le cerveau, qui vont se lier à l'amyloïde bêta, qui vont empêcher l'amyloïde bêta de s'accumuler et de créer la mort neuronale. Mais comme vous voyez, pour l'instant, les essais ont été assez infructueux. Ils ont tous été arrêtés à différentes phases cliniques, soit en phase clinique 1, 2, 3. Pourquoi ça a été arrêté? Bien, des fois, c'est des effets secondaires qui étaient trop importants ou des fois, ça n'emmenait pas d'amélioration de la condition de la personne. Donc, ils ont été arrêtés. Il y a juste un médicament pour l'instant qui n'est pas encore arrêté, qui est en phase d'être peut-être approuvé par la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis. Donc, c'est un médicament qui s'appelle le aducanumab. Donc, c'est le dernier qu'on voit dans le tableau, qui a été développé par Biogen. Donc, on ne sait pas encore si la FDA va approuver ou non ce médicament-là. On devrait savoir au courant de cette année, mais pour l'instant, les résultats obtenus ne sont pas spectaculaires, donc je ne sais pas si ça va atteindre ou pas, ça va être commercialisé ou pas. Donc, pourquoi tous ces essais-là n'ont pas fonctionné pour le moment? Bien, il y a beaucoup de chercheurs qui croient que c'est parce que tous ces traitements-là ont été initiés trop tard dans la maladie. Donc, ils ont commencé à faire des phases cliniques chez des personnes qui étaient déjà trop avancées dans la maladie d'Alzheimer. Donc, il y avait déjà de la mort neuronale, il y avait déjà beaucoup de pertes de mémoire. Puis, le fait de venir rajouter ça, ça n'emmenait pas un effet bénéfique supplémentaire, puis ça faisait en sorte que le médicament n'avait pas d'effet bénéfique. Donc là, ce qu'on essaie de faire présentement, c'est d'utiliser ce genre de médicaments-là pour prévenir l'accumulation d'A-bêta, mais vraiment plus tôt. Donc, chez des personnes qui sont avant d'avoir la maladie d'Alzheimer, ceux qui ont des troubles cognitifs légers, comme on parlait,
ou même avant, en phase préclinique. Mais là, le problème ici, c'est de réussir à détecter ces personnes-là parce qu'on n'a pas encore de bons biomarqueurs pour dire, ah, ben là, si vous avez telle ou telle protéine dans le cerveau ou dans le sang ou dans le CSF, ben ça veut dire que dans 15-20 ans, vous allez développer la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a beaucoup de recherches présentement qui se fait pour développer des biomarqueurs qui vont nous permettre de détecter la maladie très tôt, avant même les premiers signes cliniques. Et une fois qu'on a détecté ces personnes-là, essayer des classes de médicaments pour diminuer la toxicité des oligomères A-bêta. Puis là, on va venir voir si, oui ou non, le fait de diminuer l'accumulation des oligomères A-bêta ou de la protéine tau peut avoir des effets bénéfiques chez les gens qui pourraient éventuellement souffrir de la maladie d'Alzheimer. Voilà, la prochaine. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Maintenant, comment on diagnostique la maladie d'Alzheimer? Parce qu'on n'a pas encore de médicaments qui sont efficaces contre la maladie d'Alzheimer, mais il y a plusieurs études qui ont montré qu'avoir un diagnostic précoce pourrait aider les malades à adopter des bonnes habitudes de vie, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui existent qui permettent de ralentir la progression puis l'apparition de la maladie. Donc, si on les diagnostique plus tôt, ben, on va réussir peut-être à diminuer ou à repousser l'apparition de la maladie. C'est pour ça qu'un diagnostic précoce, ça peut avoir des effets bénéfiques chez la personne. Donc, comment quand la personne commence ou a l'impression d'avoir des déficits de mémoire, va dans une clinique de la mémoire, comment ça se passe exactement? Donc, ici, je vous montre les principales étapes de l'évaluation des troubles du cerveau. Donc, la personne âgée arrive avec une personne de son entourage, un proche, puis va voir son médecin de famille. Puis le médecin de famille, en premier lieu, va commencer à poser des questions sur sa condition médicale. Donc, sur est-ce qu'elle trouve qu'elle a des déficits de mémoire, dans quelles circonstances, est-ce qu'il est arrivé des événements, quel événement est arrivé pour qu'elle se questionne sur les troubles de mémoire qu'elle vit. Ensuite, il peut avoir un examen physique, médical, neurologique pour essayer d'éliminer les autres possibilités. Donc, des fois, ça peut être confondu avec d'autres maladies. Parce que si vous vous rappelez des symptômes, des fois, en début de maladie, la maladie d'Alzheimer, ça peut ressembler à quelqu'un qui souffre de dépression. Tu sais, c'est quelqu'un qui va avoir plus d'apathie, donc moins intéressé aux choses, va avoir des problèmes d'attention, des pertes de mémoire. C'est toutes des choses qu'on voit chez des personnes qui souffrent de dépression. Donc, on peut passer des examens physiques, neurologiques pour essayer d'éliminer ces diagnostics possibles-là. Puis si le médecin trouve qu'il y a une raison de pousser ça un peu plus loin, bien, il va y avoir ce qu'on appelle un examen cognitif. Donc, on va le voir, là, c'est des tests sur papier standardisés qu'on fait passer à la personne pour essayer d'évaluer le mieux possible les pertes de mémoire. Puis ensuite, il peut y avoir aussi des tests d'imagerie qui sont faits, des prises de sang, puis un bilan supplémentaire au besoin. Mais ici, l'étape clé, c'est l'examen cognitif. Donc, vous allez le voir ici. Donc, il en existe plusieurs. Ici, je vous en montre deux. Qui sont employés souvent. Donc, on parle d'un test qui s'appelle le MMSE, donc le Mini Mental State Examination. Et un autre qui est utilisé beaucoup, c'est le Montreal Cognitive Assessment, donc le MoCA. Donc, ces deux tests qui sont relativement simples. On va ici vouloir regarder de façon rigoureuse multiples fonctions du cerveau, comme l'orientation, les calculs, la mémoire. Et dans chacune de ces catégories-là, la personne qui pose les questions va noter et ça va donner un score sur 30. Et en fonction du score que la personne obtient, là, il va pouvoir
décider si la personne a oui ou non des problèmes cognitifs, s'ils sont juste légers ou s'ils sont sévères. Donc, ça, c'est des tests faits sur papier. Puis si le médecin trouve qu'il y a effectivement peut-être des déficits de mémoire anormaux, mais il peut vouloir pousser ça un peu plus loin puis faire des tests d'imagerie. Donc, la prochaine vous montre un test d'imagerie qui est utilisé, qui s'appelle l'IRM, donc imagerie par résonance magnétique. Donc, ça, c'est un type d'imagerie qu'on voit souvent. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà passé une IRM pour d'autres raisons que la maladie d'Alzheimer. Donc, ça c'est une grosse machine dans laquelle on met le patient, puis ça vient voir l'anatomie du cerveau de la personne, puis ça permet de venir détecter si effectivement il y a oui ou non une atrophie de l'hippocampe. Donc, une réduction du volume de l'hippocampe qui est caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Et c'est le genre de test aussi qui peut nous permettre d'éliminer d'autres causes de démence. Donc, la démence peut être due à d'autres trucs comme des lésions vasculaires, une tumeur cérébrale, un hématome. Donc, ça permet d'éliminer ces diagnostics-là. Un autre test d'imagerie, c'est le TEP, donc tomographie par émission de positons. Donc, là, ici, on va regarder l'hypométabolisme. Donc, on parle ici d'un fonctionnement moins efficace du cerveau et les fameuses plaques amyloïdes puis la protéine tau que je vous parlais. Bon, ben, ça peut être détecté ici en utilisant ce type d'imagerie-là. Donc, il y a des marqueurs fluorescents qui existent, puis si la personne a beaucoup de plaques amyloïdes, on va voir, comme on voit des images là, en couleur qui s'illuminent. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plaques amyloïdes dans le cerveau de ce patient-là, ou sinon, ça peut être un autre marqueur qui vient marquer la protéine tau. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être vues par imagerie avec la tomographie par émission de positons. Voilà. Maintenant, quels sont les médicaments actuellement en vente contre la maladie d'Alzheimer? Donc, il existe deux grandes catégories de médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Il y a ce qu'on appelle la première classe, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, et la deuxième classe, des molécules qui vont agir sur les récepteurs NMDA. Donc, dans la première classe, tout à l'heure, je vous parlais que les neurones, entre eux, ils communiquent. Donc, ils communiquent avec eux grâce à des signaux chimiques. Donc, c'est des neurotransmetteurs. Et il y a beaucoup de différents neurotransmetteurs dans le cerveau. Un des neurotransmetteurs, ça s'appelle l'acétylcholine. Et dans le cerveau des patients Alzheimer, je vous parlais de mort neuronale. Bon, ben, il y a beaucoup de morts de neurones qui contiennent l'acétylcholine. Donc, ces médicaments-là, en fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient empêcher de dégrader l'acétylcholine. Donc, ça vient comme compenser la perte des neurones d'acétylcholine. On vient rajouter, on empêche l'acétylcholine d'être dégradée, donc ça va améliorer la communication entre les neurones d'acétylcholine. Puis ça, comme c'est une molécule qui est importante pour la mémoire puis l'attention, bien, ça va avoir des effets bénéfiques sur des symptômes comme les pertes de mémoire. Donc, il y a 3 médicaments sur le marché en ce moment qui fonctionnent sur ce principe-là. Donc, un qui s'appelle le donepezil. Et si vous allez en pharmacie, le nom commercial, c'est Aricept. Il y a la rivastigmine, ou sinon Excelon, ou la galantamine, qui a un nom en pharmacie qui s'appelle Riminil. Donc, ça, c'est la première classe. La deuxième classe, donc, au lieu de venir agir sur les neurones qui ont de l'acétylcholine, ça va venir agir sur des neurones qui ont un autre type de neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur-là, ça s'appelle le glutamate. Donc,
Puis quand on apprend quelque chose, le glutamate permet de faire rentrer dans les neurones du calcium. OK? Donc, faire rentrer du calcium, c'est très bon. On a besoin pour la mémoire. Le problème, c'est quand il rentre trop de calcium dans le neurone. Puis quand il en rentre trop, ça va causer la mort des neurones. Donc, cette classe de médicaments-là, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça l'empêche, le glutamate, de faire rentrer trop de calcium dans le neurone pour empêcher la mort de ces neurones-là. Donc, un des médicaments qui existe, ça s'appelle la mémantine, qui est connue sous le nom de Ibixa en pharmacie. Donc, ça, c'est le dernier médicament qui est arrivé sur le marché, puis ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il est sur le marché. Donc, depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas eu d'autres nouveaux médicaments pour la maladie d'Alzheimer. Puis, un des problèmes aussi avec ces médicaments-là, c'est que ça traite juste certains symptômes, surtout comme les pertes de mémoire, parce que c'est le symptôme premier. Puis, ça marche juste chez certaines personnes et durant une certaine période limitée. Donc, ça va avoir un effet surtout au début de la maladie, mais quand la personne est rendue trop loin dans la maladie, ça n'a plus aucun effet. Donc, souvent, on arrête les traitements parce que ça n'a juste plus d'impact sur la progression de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ce qu'on a présentement en termes de médicaments pour la maladie d'Alzheimer. Mais heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Donc, les bonnes nouvelles, c'est qu'il existe des moyens d'agir contre... il y a une question ici de Monique. Est-ce que nous ne devrions pas prendre des suppléments de calcium et magnésium? Donc, il existe des suppléments, effectivement, qui se vendent en calcium et en magnésium. Mais si vous avez une alimentation saine, on va en parler justement dans les bonnes habitudes de vie à prendre, c'est d'avoir une bonne alimentation. Puis, il y a plusieurs études qui ont montré que la meilleure alimentation pour prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est une alimentation qui est un régime plus méditerranéen, donc qui est beaucoup à base de fruits, de légumes, de poissons. Donc, si vous prenez ce qu'il faut en apport en fruits, en légumes, en poissons, il n'y a pas besoin de suppléments, peu importe le type de supplément. Si vous mangez bien, si vous avez une bonne alimentation, vous n'avez pas à vous soucier puis rajouter des suppléments ou des vitamines à votre alimentation. Est-ce que je peux faire un challenge là-dessus? Oui. Je ne sais pas, mais tu sais, en vieillissant, on sait que notre corps n'absorbe pas tous les vitamines et qu'on mange. Il faudrait en manger une quantité pour avoir le montant d'absorber dans notre corps qu'on a besoin. Oui. C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec votre statement, là, parce que même si on mange très balancé, on a besoin de l'aide parce que notre corps n'adapte pas tout. Bien, en fait, puis on le voit beaucoup, là, les problèmes de calcium, c'est encore plus criant, important chez la femme. Il y a beaucoup de personnes qui sont en carence de calcium. Donc là, c'est de voir avec votre médecin pour regarder dans votre cas particulier à vous si oui ou non il y a un besoin de suppléments en calcium ou en magnésium. Mais ça peut être nécessaire dans certains cas, oui. OK? Donc, comment on peut ralentir l'apparition et la progression de la maladie d'Alzheimer? Donc, il y a une étude en 2020 de Lancet qui a publié un article super intéressant où ils ont montré qu'il y a 12 facteurs de risque qui sont modifiables sur lesquels les gens peuvent agir, qui pourraient compter jusqu'à 40% de tous les cas de démence qu'il y a actuellement. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on adopte des bonnes habitudes de vie, il y a moyen de venir ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Donc, on le voit ici, c'est découpé donc tôt dans la vie,
en milieu de vie et chez les personnes plus âgées. Donc, ces facteurs de risque-là sont plus ou moins importants, tout dépendamment où on est dans le cycle de la vie. Donc, il y a énormément d'études qui ont montré que ceux qui ont eu plus d'éducation, qui sont allés à l'école plus longtemps ou qui ont fait beaucoup de formations en dehors de l'école, mais qui ont gardé leur cerveau très actif, ça l'aide à diminuer de 7% les cas de démence. Ensuite, en milieu de vie, il est important de faire attention à ne pas avoir d'hypertension, pas trop boire d'alcool, faire attention de ne pas développer d'obésité. Et pour les personnes en plus âgées, ce qui joue le plus comme risque qui est modifiable, c'est le fait ou pas de fumer. Donc, si quelqu'un qui fume augmente de 5% ses chances de développer une démence. Ceux qui souffrent de dépression aussi sont plus à risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ceux qui souffrent d'isolement social, qui ne font pas assez d'exercice, qui font du diabète. Donc, quand on cumule toutes ces choses-là ensemble, tous ces pourcentages-là ensemble, puis qu'on a des bonnes habitudes de vie, puis qu'on évite tout ça, on peut diminuer, ralentir de 40% de nos chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, voilà. Donc, pour la dernière slide, donc c'est les habitudes de vie qui sont bonnes à adopter pour venir prévenir ou ralentir la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai divisé ici en 5 grandes catégories. Donc, comme on parlait tout à l'heure, c'est de faire plus attention à notre alimentation. Donc, manger des proportions qui sont raisonnables, puis adopter un régime plus méditerranéen, à base de fruits, de légumes, de poissons. Puis ça va aider à prévenir, par exemple, l'obésité, l'hypertension, le diabète, qui sont tous des facteurs de risque. Aussi, pas prendre trop d'alcool, faire plus d'exercice, toujours en fonction de ses capacités. C'est sûr aussi, on ne se lance pas. Souvent, il ne faut pas avoir une activité nécessairement forte. Ça peut être une activité, un exercice modéré, comme par exemple faire du vélo. Ce qui est le plus important, c'est dans la continuité, donc la constance. 30 minutes d'un exercice modéré va aider puis peut venir ralentir la survenue de la maladie d'Alzheimer. Évidemment, pas fumer, c'est important aussi. Garder notre cerveau actif, donc ça c'est important. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être de faire des mots croisés, des sudoku, apprendre une nouvelle langue aussi, ça peut aider aussi parce que ça garde le cerveau actif. Puis aussi, ce qui est très important, qui était moins facile présentement avec la pandémie, mais c'est de rester actif socialement. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un très bon exemple d'activités qui sont importantes pour rester actif socialement, voir des gens, parler, bavarder. Ça peut être d'autres choses, ça peut être voir des amis, de la famille. Bon, comme je disais, présentement, tout ça, c'est un peu plus difficile, mais faire du bénévolat, participer à des cours, donc en ligne présentement à cause de la pandémie, ça l'aide à garder le contact. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment avoir un impact réel sur la survenue de la maladie d'Alzheimer, puis retarder la maladie. Voilà, donc c'était la présentation. Il y a eu déjà quelques bonnes questions qui m'ont été posées. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions à rajouter à ça. Vous pouvez soit ouvrir votre micro puis me poser la question directement ou sinon envoyer la question dans le chat. Eric à Saskatoon. Oui, bonjour. Au niveau des méthodes de détection, vous mentionnez qu'il y a des accumulations de certaines molécules dans le cerveau assez tôt, oui, bien avant la déclaration des premiers symptômes.
alors que le test de dépistage que vous mentionnez était vraiment sur les symptômes eux-mêmes. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des dépistages beaucoup plus précoces de fait sur l'accumulation anormale un peu de ces molécules avant même qui est l'apparition de symptômes, que ce soit quelque chose de systématique? Oui, donc, il y a une question de temps, de coût, et on commence par des examens neuropsychologiques, comme j'ai montré avec le MMSE et le MoCA. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait rapidement, facilement, qui n'est pas dispendieux. Donc, si le médecin ne voit pas de raison d'aller plus loin, ça peut s'arrêter là. Sinon, la personne peut demander, mais ça a discuté avec votre médecin, à avoir des examens un peu plus poussés, puis faire de l'imagerie. Donc, par exemple, pour voir si on peut détecter les plaques amyloïdes, la protéine tau, qui arrivent beaucoup avant l'apparition des premiers signes cliniques. Le problème avec ça, c'est que ce n'est pas une garantie que la personne va avoir la maladie d'Alzheimer. Donc, ça ne corrèle pas à 100%. Donc, la personne peut avoir beaucoup d'accumulation d'oligomères en bêta et jamais développer la maladie d'Alzheimer ou peut-être qu'elle aurait développé, mais elle meurt avant. Donc, le fait d'avoir des oligomères, des plaques amyloïdes, il faut cette accumulation-là pour avoir la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas parce qu'on en a que nécessairement on va développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ça peut être intéressant de voir s'il y a effectivement cette accumulation-là, mais ce n'est pas non plus une garantie que oui, la personne, parce qu'elle en a, elle va développer la maladie d'Alzheimer. OK, merci. Donc, mais ça peut être fait. Puis, mais ça prend du temps, puis c'est plus dispendieux. Là, ce qu'on travaille beaucoup maintenant, c'est de trouver des manières moins évasives de détecter la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a de plus en plus de recherches qui se font pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des biomarqueurs dans le sang. Donc, ça, ce serait merveilleux parce que c'est quelque chose qui est non invasif. Prendre une petite prise de sang, on envoie ça au laboratoire, on regarde s'il y a un biomarqueur ou pas de la maladie, puis la personne, rapidement, à des coûts moindres, peut savoir si oui ou non la personne souffre de la maladie d'Alzheimer. Pour l'instant, moi, je travaille comme en avant-scène, en recherche, avant que tout ça arrive sur le marché. Mais il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Nous-mêmes, dans le laboratoire, on est en train de faire des projets de recherche où on a accès à des échantillons de sang de personnes qui sont au stade de préclinique, troubles cognitifs légers et maladie d'Alzheimer. Et on va utiliser des méthodes de masse spectrométrie ultra-sensible pour essayer de voir s'il n'y aurait pas justement des biomarqueurs qu'on retrouve en stade préclinique ou présymptomatique de la maladie. Puis éventuellement, peut-être ça va mener à quelque chose qui vont pouvoir être utilisés dans la population éventuellement un jour. Il y a aux États-Unis, ce n'est pas encore accessible ici, mais aux États-Unis, dans certains États, il y a un test sanguin qui peut être fait, puis qui vont venir détecter le niveau de la protéine amyloïde bêta dans le sang. Donc, un peu comme on voit en imagerie avec le TEP, mais là, ça serait plus facile, ça serait juste dans le sang. Et les résultats sont très encourageants. Ils sont capables de bien détecter s'il y a oui ou non une accumulation, un niveau plus élevé de la protéine amyloïde bêta dans le sang, mais le même problème qu'on parlait se pose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a excusez-moi, dans le sang, en fait, comme il y a une accumulation dans le cerveau, ce qu'il voit, c'est une diminution de la protéine bêta dans le sang parce qu'elle reste prise dans le cerveau. Donc, sauf que le problème, c'est comme je disais, ce n'est pas parce qu'il y a
d'une accumulation d'alpha-bêta que nécessairement on va voir que la personne va développer la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais juste commenter. Moi, mon mari a l'Alzheimer. Il a 10 ans. On a passé des tests. Il s'est fait donner le médicament d'Aricept. Et puis, à tous les 6 mois, tous les 6 mois, il y avait quelqu'un de la régie de santé qui venait lui demander des questions. Mais il lui demandait les mêmes questions. OK? Puis, il y avait un domaine dans les dessins, là, la géométrie, tout ça, là. C'était ça qu'il enseignait, ça fait qu'il réussissait là-dessus. Alors, après, il y a 4 ans, tout d'un coup, la madame qui n'est pas garde-malade, qui n'est pas quoi que ce soit, le rapport était que non, il était OK, il était beaucoup mieux, il n'avait plus besoin de ses médicaments. Et puis, on a été coupé du programme provincial. Et puis, ça nous a pris un petit peu de temps de voir pourquoi. Puis là, j'étais voir la pharmacie, puis ils ont dit, on essaie de voir pourquoi ils t'ont coupé. Mais la pharmacienne, elle m'a dit quelque chose. Elle dit, Maria, continue à peine de payer pour le plein prix, continue de donner ça à ton mari parce que c'est probablement que ça l'a aidé jusqu'à date. Continue. Et avec mon médecin, on a essayé de réintégrer le programme, mais ça n'a pas marché. On est encore là-dessus. Ça fait 10 ans. OK, on voit une dégradation certainement maintenant, mais disons que c'est les premiers 6-7 ans, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas qu'il y avait l'Alzheimer, mais nous autres, on le voyait. Moi, je vis avec, on voit des choses. Mais si on n'avait pas, il y a 2 autres hommes, même année, qui se sont fait diagnostiquer l'Alzheimer, puis il y en a un qui fait 5 ans qui est mort, puis l'autre, ça fait 4 ans. Alors, il y a quand même, il y a des choses, des fois, qu'il ne faut pas juste se fier, puis avoir des experts en Alzheimer. Il y en avait un dans la province. Alors, pouvez-vous imaginer que ce n'est pas facile d'accéder à ces services. Puis, il faut vraiment, on avait fait toutes les étapes avant, des rayons X, des MRI pour voir s'il n'y avait pas un caillot de sang, s'il n'y avait pas d'autre chose avant d'aller là. Mais ça prend du temps. Et puis, j'ai été chanceuse, j'ai eu beaucoup d'appui de mon médecin. Mais des fois, il faut prendre des décisions, puis je paye encore pour le médicament. J'ai pour mon dire, quand ça commencera à y faire du tort, ben peut-être que là, j'arrêterai, mais il peut encore conduire, il y a beaucoup de choses. On se tient actif socialement. Ça, je pense que c'est un aspect que j'ai remarqué que vous avez inclus. Puis je pense que ça, c'est vraiment primordial, même si à des moments, ils ne reconnaissent pas la personne avec qui ils sont. Oui. C'est pas la fin du monde, c'est l'interaction avec les gens. Puis c'est drôle, dépendant avec qui ce qu'il est, son humour qu'il avait l'habitude d'avoir revient, ses faces plates avec ses amis d'adultes. C'est comme, il y a des jours que tu penses que c'est pas là. Mais, ouais. Exactement, merci. Tout à fait. Ah, c'est pas un continuum. Hein. On dirait qu'il y a des journées où ils se sentent très bien, la maladie paraît à peine. D'autres journées, c'est beaucoup plus marqué. Donc, puis comme je disais dans ma présentation, les médicaments, ça c'est un bon exemple de chez une personne où ça a eu un effet bénéfique. Donc, dans ce temps-là, je pense que ça vaut la peine de prendre les médicaments jusqu'à temps que ça ait des effets bénéfiques. Puis, tant mieux si ça peut avoir des bons effets. Des fois, on peut essayer une classe de médicaments, puis si ça ne fonctionne pas, on peut jouer avec les doses ou on peut changer de médicaments. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont vues quand on consulte le médecin. Puis c'est avec lui qu'il faut en parler pour savoir comment s'enligner. Mais je suis d'accord que tant et aussi longtemps qu'on voit un effet bénéfique des médicaments, je pense qu'il faut continuer, puis jusqu'à temps que l'effet s'estompe, puis que ça n'ait plus d'effet positif. Nous, on est chanceux encore ici au Canada parce qu'ils sont encore remboursés par le gouvernement, mais en France, par exemple, tous les médicaments que j'ai nommés ne sont plus remboursés par le gouvernement. Parce que le gouvernement a dit les effets bénéfiques
sont pas suffisamment importants pour justifier qu'on les rembourse. Donc maintenant, ceux qui veulent le faire, bien, ils peuvent le faire, mais c'est à leurs frais, puis ils n'ont pas d'aide du gouvernement. Mais après ça, c'est des choix de société. Mais je pense que moi, je suis d'avis que ça peut avoir un impact bénéfique chez certaines personnes-là. Puis s'ils peuvent en bénéficier, ben, je pense que c'est bon que le gouvernement ait des programmes pour aider ces personnes-là qui veulent avoir ces médicaments-là. OK. Bon. Est-ce qu'il y a une autre dernière, parce qu'après, je pense qu'on va s'arrêter là, mais ce qu'on comprend quand même, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir finalement. Il y a encore pas mal d'incertains sur cette maladie, puis on n'est pas encore assez bien informé de ce qui se passe. Enfin, il y a déjà une idée, mais finalement, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de choses à regarder en fait de plus près, qu'on ne comprend pas encore tous les mécanismes exactement puis ce qui déclenche. Et c'est peut-être pour ça que ça la rend difficile à détecter finalement en fait. C'est que bon, il y a encore du travail à faire. Tant qu'on ne comprendra pas les mécanismes derrière la maladie, on ne sera pas capable d'avoir des bons médicaments parce que si on ne comprend pas qu'est-ce qui cause la mort des neurones dans le cerveau, c'est impensable qu'on puisse avoir des médicaments réellement efficaces qui vont stopper la maladie. C'est pour ça que toute la recherche qu'on fait en ligne de front est hyper importante parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va en savoir plus, qu'on va comprendre la base, la cause même de la maladie, puis qui va emmener des médicaments, du concret aux gens qui en souffrent. OK. Eh oui, je comprends. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça marche pour toutes les maladies finalement. Mode de vie sain, faites des choses, rencontrez des gens, faites attention à ce que vous mangez. Et puis, globalement, oui, garder une vie saine, ça marche pour tout finalement. Enfin, ça marche pour tout. En tout cas, même si ça marche, même si ça ne guérit pas, ça aide à prévenir des problèmes futurs, on va dire, plutôt que de dire... je pense qu'on Rester actif socialement, continuer à Connect Tennis, je pense que c'est une super belle initiative. Ça vous permet de rester en contact les uns avec les autres, puis d'avoir un tissu social qui est stimulant. Ah, merci. En plus, parfois, on a aussi des activités où on fait de la discussion, mais c'est souvent quand même des présentations comme ça, mais on a parfois aussi des activités où on discute. Alors, c'est un peu plus interactif, mais ça dépend des jours. D'ailleurs, juste avant que je remercie tout le monde et qu'on se quitte, je voulais juste rappeler que dans 2 semaines, il y aura un autre, justement, Connect Aîné, et là, on ira, on est encore un peu dans le même sujet, mais bon, on ira sur justement la démence, sur les formes de démence, et ça, ce sera Léonie qui travaille à la cité universitaire francophone de Regina, qui donnera cette présentation. Et pourquoi on avait choisi cette semaine? C'est parce que ça sera la semaine de la santé mentale, en fait, du 5 au 12 mai ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Donc, ça, ce sera dans 2 semaines. Et sinon, à part ça, je voudrais remercier énormément Jonathan d'avoir fait cette présentation pour nous, d'avoir pris un peu de son temps pour nous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé sur, bon, même s'il y a des petites zones qui sont plus techniques, on va dire, mais j'espère que ça vous a quand même éclairé un petit peu sur ce qui se passe et que ça va vous donner envie de vous motiver à faire des choses et à ne pas baisser les bras, même avec la pandémie. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on peut encore se retrouver comme ça quand on a des petites rencontres en ligne. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Ça fait plaisir. Merci encore à Jonathan et puis passez une bonne reste de la journée. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour ceux qui seront là dans la prochaine fois. Merci bien. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.